J'étais assis dans cette pièce froide de la mairie, entouré de visages que je connaissais depuis des décennies, lorsque le notaire ouvrit l'enveloppe scellée et commença à lire le testament de Mathieu. Je ne m'attendais à rien de plus que le protocole. Après tout, nous étions mariés depuis 20 ans. Nous avions tout construit ensemble. Mais il prononça son nom. Camille Dubois. 50% des biens, dont la maison de Neuilly-sur-Seine et la majorité des parts de l'entreprise. Je sentis l'air me manquer. Je regardais autour de moi et vis des regards empreints de pitié, certains de gêne, d'autres visiblement ravis du drame. La mère de Mathieu détourna le regard. Son frère, Laurent, toussa de douleur. Et Camille, cette femme que j'avais traitée avec cordialité pendant des années, qui était venue dîner chez moi, à qui je lui avais offert un cadeau de Noël, était assise là, vêtue de noir, avec un foulard en soie Hermès que je lui avais offert. Et ses yeux ne trahissaient aucune surprise. Elle savait. Bien sûr que je savais. Le notaire continuait de lire les clauses techniques, mais je n'entendais plus correctement. Mon cerveau essayait de comprendre l'impossible. Mathieu, mon mari, l'homme pour qui j'avais abandonné ma carrière d'architecte afin de gérer les coulisses de son entreprise, élever seul nos enfants, organiser chaque dîner d'affaires, chaque voyage, chaque détail qui le faisait passer pour le brillant homme d'affaires, admiré de tous. Cet homme m'avait légalement remplacé par sa maîtresse. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. En quittant cette pièce, j'avais l'impression de flotter, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je suis montée dans la voiture, j'ai fermé la portière. Et c'est seulement à ce moment-là que la réalité m'a frappée de plein fouet. 20 ans. 20 ans de ma vie investie dans un homme qui, au final, m'a traitée comme une chose jetable. Je me suis souvenu comment tout a commencé lorsque nous nous sommes rencontrés à l'école des Beaux-Arts. J'étais en 4e année d'architecture et il terminait son diplôme de gestion. Mathieu avait ce charme naturel, cette ambition contagieuse. Il m'a convaincu qu'ensemble, nous bâtirions un empire. Et je l'ai cru. Je l'ai cru lorsqu'il m'a demandé de quitter mon stage dans une entreprise renommée pour l'aider à créer Moreau Construction. Je l'ai cru lorsqu'il m'a dit que ce serait temporaire, que je retournerais bientôt au design. Mais les années ont passé et je suis devenue l'administratrice invisible, celle qui résolvait les crises, négociait avec les fournisseurs, gérait la comptabilité pendant qu'il participait à des dîners de gala et accordait des interviews à des magazines économiques. J'étais la fondation et il était la façade brillante. Et pendant tout ce temps, pendant que je m'occupais de tout, pendant que j'élevais nos enfants, Thomas et Sophie, pratiquement seuls, car il était toujours en réunion ou en voyage d'affaires, il construisait une vie parallèle avec elle, avec Camille, l'assistante de direction que nous avions embauchée il y a 5 ans, que j'avais personnellement formée, que je trouvais timide et travailleuse. Combien de fois Mathieu m'avait-il dit qu'il avait des réunions tardives? Combien de voyages d'affaires étaient en fait des escapades romantiques? J'ai senti la nausée monter, mais je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. Quelque chose de plus grand grandissait en moi, quelque chose de froid et de cristallin. C'était la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais tout avec une clarté brutale. Dans les jours qui ont suivi les funérailles et la lecture du testament, je suis tombée dans une routine mécanique. Je me suis réveillée, j'ai préparé du café et j'ai fait semblant d'être normale pour Thomas et Sophie, dévastés par la mort de leur père. Je ne leur ai pas parlé de Camille, pas encore. Ils n'avaient pas besoin de porter ce fardeau pendant leur deuil. Mais le soir, lorsque la maison s'est enfin calmée, je me suis enfermée dans le bureau que Mathieu utilisait rarement et j'ai commencé à fouiller dans sa vie. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé dans des dossiers, accédé à ses emails personnels avec le mot de passe qu'il pensait que j'ignorais. Et c'est là
dans ces matins silencieux, éclairés seulement par la lumière bleue de l'ordinateur, que j'ai découvert qui était vraiment Mathieu. Je n'ai pas seulement trouvé des preuves de sa liaison avec Camille, même s'il y avait suffisamment de messages pour me retourner l'estomac. Déclarations d'amour, photos intimes, projets d'avenir qui m'excluaient complètement. J'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur Moreau Construction, l'entreprise que j'avais contribué à bâtir de toutes pièces et que je croyais solide et respectable, était un château de cartes sur le point de s'effondrer. Mathieu avait falsifié des rapports financiers, détourné des fonds de projet vers des comptes offshore, surfacturé des contrats publics et versé des pots de vin à des fonctionnaires municipaux. Il y avait des échanges de courriels avec Laurent, son frère, qui coordonnait des opérations de blanchiment d'argent via des sociétés écrans. Il y avait des fausses factures, des contrats falsifiés, un réseau complexe de fraude qui s'étendait sur des années. Et le plus choquant? Camille n'avait aucune idée de tout cela. Elle avait hérité de 50% d'un navire en perdition, sans même savoir qu'elle en faisait partie. J'ai continué mes recherches, avec un objectif qui dépassait désormais ma souffrance personnelle. J'ai appelé Michel Blanchard, un vieil ami d'université aujourd'hui, contrôleur fiscal, et nous avons convenu d'un café. Je n'ai pas tout révélé tout de suite, mentionnant simplement que j'étais en train de trier les documents de Mathieu et que j'avais découvert des incohérences qui m'inquiétaient. Michel, toujours méticuleux, m'a proposé son aide. Je lui ai remis des copies de quelques documents, suffisamment pour piquer sa curiosité professionnelle, sans éveiller de soupçons sur mes véritables intentions. Pendant ce temps, je commençais à déterrer mon propre passé au sein de cette entreprise. Je suis allée au sous-sol de notre maison de Neuilly, où nous conservions de vieux dossiers, et j'ai trouvé quelque chose que j'avais complètement oublié. Au début de Moreau Construction, alors que nous étions encore jeunes et idéalistes, j'avais développé un système de construction modulaire durable, une technique innovante qui réduisait les coûts et l'impact environnemental. À l'époque, Mathieu m'a convaincu de déposer le brevet au nom de l'entreprise, et non au mien. Il m'a dit que ce serait plus pratique, plus professionnel. Et moi, confiant et passionné, j'ai accepté. Mais là, dans une boîte poussiéreuse, j'ai retrouvé tous mes projets originaux, mes calculs manuscrits, mes plans datés et signés, datant d'avant le dépôt officiel du brevet. J'ai également retrouvé des courriels que j'avais imprimés à l'époque, dans lesquels Mathieu reconnaissait que le système était entièrement de ma création. Ce brevet avait été à la base d'au moins 30% des contrats les plus lucratifs de Moreau Construction au cours des 10 dernières années. Et j'avais la preuve irréfutable qu'il s'agissait de ma propriété intellectuelle volée. J'ai également renoué avec d'anciens collègues de l'école des beaux-arts, des architectes qui avaient poursuivi leur carrière, tandis que je sacrifiais la mienne. J'ai dîné avec Claire Fontaine, qui dirigeait désormais un cabinet d'architecture durable dans le Marais, et avec Philippe Rousseau, spécialiste de la restauration du patrimoine historique. Je n'ai pas évoqué ouvertement mes projets, mais j'ai semé des graines. J'ai mentionné que j'envisageais de revenir sur le marché, que j'avais des idées en réserve qui pourraient être intéressantes pour des projets collaboratifs. Ils étaient enthousiastes et j'ai senti pour la première fois depuis des années que j'avais encore de la valeur professionnelle, que mon identité n'était pas enfouie sous le patronyme Moreau. Chaque conversation, chaque document découvert, chaque lien rétabli était une pièce d'échec qui se posait sur l'échiquier. Et je n'étais pas pressée. Mathieu m'avait involontairement appris que la patience stratégique valait mieux que l'impulsion émotionnelle. Camille et la famille Moreau célébraient leur héritage empoisonné, ignorant que je préparais silencieusement les conditions de leur effondrement. 2 semaines après les funérailles, Camille a emménagé chez moi. Notre maison. La maison que j'avais décorée, où j'avais élevé mes enfants, où chaque recoin gardait un souvenir de moi. Le testament de Mathieu était clair. Elle avait le droit d'y résider, et je devais déménager dans les 60 jours. L'humiliation de la voir monter cet escalier,
avec ses valises en cuir italien, de l'entendre réorganiser les meubles, de sentir son parfum embaumer les pièces qui avaient été les miennes, était presque insupportable. Mais j'ai ravalé ma fierté et j'ai souri. Je lui ai dit que c'était bon, que j'avais besoin de temps pour ranger mes affaires et que je respecterais le délai légal. Camille a semblé soulagée par ma docilité. Je crois qu'elle s'attendait à une guerre, des cris, des portes qui claquent. Mais j'avais appris quelque chose de crucial au cours de ces semaines d'enquête. Les ennemis les plus dangereux sont ceux qu'on sous-estime. Et elle m'a complètement sous-estimée. Elle ne voyait en moi que la veuve vaincue, l'épouse trompée, la femme d'âge mûr qui avait tout perdu. Je n'avais aucune idée que chacun de mes sourires était calculé, que chaque geste de complaisance était une pure stratégie. Pendant que Camille s'installait, j'ai publiquement endossé le rôle de digne victime. J'ai assisté à un déjeuner de charité avec les épouses des associés de Mathieu, où j'ai lâché, la voix étranglée et les yeux pleins de larmes, que je découvrais des dettes dont Mathieu n'avait jamais parlé, que la situation financière de l'entreprise était plus compliquée que je ne l'imaginais. Les femmes m'ont consolée, bien sûr, mais j'ai vu dans leurs yeux l'étincelle des ragots qui allait à se répandre comme une traînée de poudre. J'ai semé le doute. Quelques jours plus tard, j'ai appelé les principaux clients de Moreau Construction, me présentant officiellement comme la veuve et sollicitant poliment des rendez-vous pour mieux comprendre les projets en cours et honorer l'héritage de Mathieu. La plupart ont accepté par courtoisie. Lors de ces rendez-vous, je n'étais que l'épouse inquiète posant d'innocentes questions techniques. Mais j'observais chaque réaction, chaque hésitation à évoquer les délais ou les coûts. Je sentais que certains clients étaient déjà méfiants. Il y avait des retards inexpliqués, des changements de budget de dernière minute, des communications confuses du bureau. La structure que Mathieu avait bâtie sur des mensonges commençait à se fissurer d'elle-même, et je n'avais même pas besoin d'insister. Il me suffisait d'observer et de documenter la situation. Pendant ce temps, Michel Blanchard m'appelait pour m'annoncer une nouvelle qui feignait de me surprendre. Il avait examiné les documents que j'avais fournis et avait constaté des irrégularités suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une enquête officielle. Il me demandait si je l'autorisais à saisir la brigade financière. J'hésitais, théâtralement, comme déchirée entre la protection de la mémoire de mon mari et la justice. Finalement, d'une voix tremblante, j'acceptais, car la vérité devait éclater, aussi douloureuse soit-elle. Michel m'assura que mon nom serait protégé en tant que source, que je serais traitée comme une victime, autant que comme un témoin. Parfait. L'enquête commencerait sans que Camille, ni la famille Moreau, ne sachent que je l'avais initiée. Entre-temps, je consultais Geneviève Marchand, une avocate en propriété intellectuelle recommandée par Claire Fontaine. Je lui montrais tous les documents que j'avais trouvés concernant mon brevet de construction modulaire durable. Geneviève étudia tout méticuleusement pendant 3 jours et revint avec une analyse qui me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. J'avais un dossier solide pour réclamer non seulement la propriété intellectuelle originale, mais aussi une compensation financière rétroactive pour tous les contrats dans lesquels le brevet avait été utilisé, sans mon consentement ni mon consentement. Plus important encore, si je parvenais à prouver que Mathieu avait frauduleusement enregistré un bien qui m'appartenait, cela pourrait invalider partiellement le testament, car il distribuerait des biens qui, techniquement, ne lui appartenaient pas entièrement. J'ai également commencé à travailler, en secret, sur le projet qui allait constituer ma véritable reconstruction. J'ai loué un petit bureau à Belleville, un espace modeste mais lumineux, et j'ai commencé à développer le concept de Moreau Élise Architecture, une agence spécialisée dans les projets durables et la restauration responsable de sites patrimoniaux. J'ai récupéré tous mes anciens projets, ceux que j'avais mis de côté lorsque je suis devenue l'ombre de Mathieu, et je les ai actualisés avec les technologies et les tendances contemporaines.
J'y ai travaillé tard le soir, après le sommeil de Thomas et Sophie, et chaque dessin au trait, chaque calcul de structure, chaque rendu tridimensionnel était un acte de résurrection. Je me reconstruisais, brique par brique, tandis que l'empire de Mathieu commençait à s'effondrer. Le tournant est survenu 3 mois après la mort de Mathieu, d'une manière que je n'aurais pas pu mieux orchestrer. La brigade financière a effectué une perquisition surprise au siège de Moreau Construction, un mardi matin. Ils sont arrivés avec des mandats de perquisition, emportant ordinateurs, dossiers et documents comptables couvrant une décennie. Camille était présente au moment des faits, endossant son rôle de nouvelle copropriétaire, s'efforçant de paraître compétente devant les employés. J'ai tout vu aux informations ce soir-là. Les caméras ont immortalisé son visage pâle, la confusion dans ses yeux, le désespoir à peine dissimulé, tandis que les enquêteurs repartaient avec des cartons et des cartons de preuves. Laurent Moreau a également été pris au dépourvu, et il était réjouissant de voir cet homme arrogant, qui m'avait toujours traité comme la femme coquette de son frère, emmené pour interrogatoire. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les milieux d'affaires parisiens. Moreau Construction, autrefois synonyme de prestige et de solidité, était désormais terni par des scandales de corruption, de fraude contractuelle et de blanchiment d'argent. Les clients ont commencé à annuler leurs contrats, les fournisseurs à exiger des paiements anticipés, les banques à suspendre leurs lignes de crédit. C'était un effet domino parfait, et j'ai observé la situation de loin, avec la sérénité de quelqu'un qui connaît l'issue de l'affaire. Camille m'a appelé frénétiquement quelques jours après l'opération policière. Sa voix était un mélange de panique et de supplication. Elle voulait savoir si j'avais des informations, si Mathieu m'avait parlé de problèmes financiers, si je connaissais des comptes cachés qui pourraient sûrement les sauver. Je lui ai répondu avec la gentillesse venimeuse que j'avais acquise au fil des mois. Je lui ai dit que j'étais aussi choquée qu'elle, que Mathieu ne me confiait jamais d'informations professionnelles, que j'étais juste l'épouse qui s'occupait de la maison et des enfants. J'entendais la frustration dans sa voix lorsqu'elle a compris que je ne lui serais d'aucune utilité. Mais avant de raccrocher, j'ai semé une autre graine. J'ai mentionné nonchalamment que j'avais entendu des rumeurs selon lesquelles d'anciens contrats d'entreprise présentaient des irrégularités flagrantes, mais que ce n'était probablement rien. Camille l'a écrit, j'en suis sûre, mais je n'avais aucun contexte pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Pas encore. Alors que l'étau se refermait sur Camille et Laurent, j'ai finalement révélé la vérité à mes enfants. Thomas avait 22 ans, Sophie 19, tous deux assez mûrs pour comprendre. Je leur ai parlé de la trahison de leur père, de Camille, des tromperies qui ont détruit l'héritage qu'ils pensaient recevoir. Thomas était sous le choc, Sophie pleurait de rage. Mais passé le choc initial, tous deux m'ont regardé avec une détermination qui m'a rempli de fierté. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire. Et j'ai répondu calmement, avec la certitude de quelqu'un qui a déjà gagné avant même le match final. J'ai dit que je reprendrais possession de ce qui m'appartenait, que je reconstruirais ma vie, et qu'ils auraient le choix de m'accompagner ou non. Ils ont tous deux choisi de rester à mes côtés. Avec Geneviève Marchand, j'ai officiellement intenté une action en justice pour revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur le brevet de construction modulaire durable. J'ai joint tous les documents originaux, les brouillons datés et les courriels dans lesquels Mathieu reconnaissait ma paternité. La poursuite visait non seulement la reconnaissance juridique du brevet à mon nom, mais aussi une compensation financière pour tous les contrats où il avait été utilisé abusivement au cours des 10 dernières années. Les sommes étaient astronomiques, suffisantes pour ruiner complètement ce qui restait de Moreau Construction. Plus important encore, la poursuite arguait que, puisque Mathieu avait distribué des biens dans son testament, y compris de la propriété intellectuelle volée, il y avait des motifs juridiques de contester certaines parties de ce document. Les médias spécialisés ont couvert l'affaire avec voracité. Le récit était irrésistible. La veuve trahie, découvrant qu'elle était en réalité
la véritable artisane du succès de son mari, volée et abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Les journalistes me sollicitaient et j'ai accordé des interviews minutieuses, contrôlant toujours le récit, me positionnant toujours comme la victime en quête de justice et non de vengeance. Chacune de mes apparitions visait à renforcer mon image publique tout en ternissant davantage la réputation de Moreau Construçons et de tous ceux qui y étaient associés. Camille a tenté de se défendre publiquement, donnant des interviews où elle se présentait elle aussi comme une victime, comme quelqu'un qui avait été trompé par Mathieu autant que moi. Mais personne n'a cru à cette histoire. Elle était l'amante, l'autre femme, et le public ne pardonne pas facilement ce rôle. De plus, en tant que copropriétaire officielle de l'entreprise, elle était entraînée avec Laurent dans les enquêtes criminelles. Peu importait qu'elle ignorât la fraude. Aux yeux de la justice et de l'opinion publique, elle en était complice. Le procès final eut lieu 6 mois plus tard, dans une salle comble du tribunal de grande instance de Paris. D'un côté, Camille et Laurent, accompagnés d'avocats onéreux qui dissimulaient difficilement leur défaite imminente. De l'autre, moi, serein, vêtu d'un costume bleu marine, acheté spécialement pour ce jour-là, accompagné de Geneviève, et d'une pile de preuves, si volumineuse qu'il fallut 2 tables pour la trier. Le juge analysa méticuleusement chaque document, chaque courriel, chaque brouillon original, prouvant ma paternité du brevet. Geneviève présenta sa cause avec une précision chirurgicale, démontrant non seulement que j'étais le titulaire légitime de la propriété intellectuelle, mais aussi que Mathieu m'avait systématiquement exclu des crédits et des profits pendant une décennie entière. Quand vint le tour de Camille et Laurent de se défendre, ils manquèrent d'arguments solides. Ils tentèrent d'invoquer la bonne foi, l'ignorance et le fait que Mathieu avait agi seul. Mais les courriels entre Laurent et Mathieu, les transactions bancaires suspectes, tout indiquait une complicité. Quant à Camille, bien qu'elle ait tenté de se distancier de la fraude, le fait qu'elle ait hérité de la moitié de tout par un testament rédigé alors qu'elle entretenait une relation extra-conjugale avec un homme marié ne lui a valu aucune sympathie de la part du tribunal, ni des personnes présentes. Ce jugement fut un coup dur. Le juge a reconnu l'intégralité de mes droits de propriété intellectuelle sur le brevet de construction modulaire durable et a statué que j'avais droit à des redevances rétroactives sur tous les contrats utilisant cette technologie. Le montant de l'indemnisation s'élevait à près de 8 millions d'euros. Plus important encore, le juge a jugé partiellement invalide la clause testamentaire, transférant les actions de la société à Camille. Ces actions ayant été artificiellement valorisées par l'utilisation non autorisée de ma propriété intellectuelle. Camille a non seulement perdu ses actions, mais a également été contrainte de restituer la maison de Neuilly-sur-Seine, qui devait être vendue pour payer une partie de mon indemnisation. Laurent a été reconnu coupable de complicité de fraude financière et de blanchiment d'argent, encourant 5 ans de prison et des amendes qui le ruineraient financièrement à vie. Moreau Construçons, déjà fragilisé par des scandales et des annulations de contrats, a déposé le bilan 3 semaines après le procès. Des employés ont été licenciés, des actifs liquidés, et le nom Moreau, qui avait autrefois ouvert les portes des cercles les plus en vue de Paris, était désormais synonyme de honte et de fraude. J'ai observé tout cela avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a simplement laissé la vérité émerger. De quelqu'un qui n'avait pas besoin de se salir les mains parce que la réalité elle-même se chargeait de faire justice. Pendant que l'empire de Mathieu s'effondrait, je construisais le mien. Moreau Élise Architecture fut officiellement inauguré lors d'une cérémonie discrète mais élégante dans mes nouvelles agences du Marais. Claire Fontaine et Philippe Rousseau me rejoignirent comme associés et, ensemble, nous commençâmes à travailler sur des projets d'importance. Restauration de sites patrimoniaux, historiques, grâce à des techniques durables, logements sociaux écologiques, revitalisation urbaine respectueuse de l'identité culturelle des quartiers. Mon premier contrat majeur me fut confié par la mairie de Paris
ironiquement la même agence que Mathieu avait corrompue pendant des années. Ils recherchèrent quelqu'un avec une crédibilité retrouvée, quelqu'un d'intègre. Et j'étais exactement cela. Le projet était ambitieux, transformer un ensemble d'entrepôts abandonnés à Belleville en un ensemble de logements durables pour artistes et familles très modestes. C'était le genre de projet dont j'avais toujours rêvé, avant de sacrifier mes rêves pour la mauvaise personne. J'y ai travaillé avec une passion que je n'avais pas ressentie depuis 20 ans, et une fois terminé, il a reçu des prix d'architecture et a fait la une de magazines spécialisés. Mon nom, Élise Moreau, était désormais associé à l'innovation, au développement durable et à l'excellence. Non plus en tant qu'épouse, mais en tant que moi-même. 6 mois après l'ouverture de mon cabinet, Camille est arrivée. J'ai vu son nom sur la liste des candidats pour un poste d'assistante administrative à l'accueil. Une partie de moi voulait refuser immédiatement, mais une autre partie, celle qui avait appris à savourer l'ironie poétique de la vie, a décidé de l'accueillir. Elle est entrée dans la salle d'entretien, maigre comme un linge, les yeux cernés, vêtue d'un tailleur bon marché qui tentait de dissimuler sa chute. Les Hermès avaient là fait disparu. L'arrogance voilée avait disparu. Elle m'a vue et s'est figée. Le silence entre nous a duré de longues secondes. Finalement, d'une voix à peine audible, elle a murmuré des excuses qui arrivaient 20 ans trop tard. Je l'ai regardée et j'ai ressenti non pas de la colère, mais une indifférence absolue. Je lui ai calmement annoncé que le poste avait été pourvu la semaine précédente, mais je l'ai remerciée d'avoir postulé. Camille a quitté la pièce, les épaules voûtées, et j'ai su que je ne la reverrais plus jamais. La justice poétique ne résidait pas dans le fait de l'humilier personnellement, mais dans le fait de ne plus avoir à se soucier de son existence. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon bureau et que je vois Paris illuminé au crépuscule, je comprends que la plus grande vengeance n'a pas été de détruire celui qui m'a trahi. C'était de reconstruire celle que j'aurais toujours dû être. Mathieu m'a volé 20 ans, mais il n'a pas pu me voler mon essence, mon talent, ma capacité à renaître de mes cendres. J'ai appris que la confiance n'est pas une faiblesse, c'est un choix. Et j'ai choisi de l'utiliser avec sagesse et non avec naïveté. Mes enfants travaillent avec moi. Thomas dirige l'entreprise et Sophie étudie l'architecture, suivant les traces que j'ai autrefois abandonnées. La maison de Neuilly a été vendue et j'ai acheté un appartement plus petit mais lumineux dans le Marais, où chaque objet, chaque couleur, chaque détail m'appartient. Je ne porte plus le fardeau d'être le pilier invisible de qui que ce soit. Je suis désormais mon propre fondement. Et quand on me demande comment j'ai surmonté tout cela, je souris et réponds avec la vérité la plus simple et la plus puissante que j'ai jamais apprise. On ne surmonte pas la trahison en s'abaissant au niveau du traître. On la surmonte en étant si extraordinaire que sa vie sans soi devient la pire punition possible. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'avais besoin de détruire personne. Je me suis simplement reconstruite si magnifiquement qu'ils sont restés derrière, petits et sans importance, tandis que j'avançais, enfin libre, enfin moi-même, enfin vivante.